8h40, 9h-20, vous écoutez RMC. Avec nous ce matin, Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Benjamin Davido, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Circulation virale en nette augmentation en France. 1000 nouveaux cas de coronavirus par jour. Les patients en réanimation forme sévère, 600 par semaine. Des chiffres étonnants, Benjamin Davido. De plus en plus de cas, mais de moins en moins de patients sévères. Alors, les patients sévères, en fait, il y a un délai, il y a une sorte de retard au calcul de ces malades-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on fasse une forme évoluée de la maladie. Et on sait qu'en moyenne, pour avoir des symptômes qui évoluent de la maladie, c'est une dizaine de jours. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que malheureusement, on commence à voir arriver des malades à l'hôpital. Moi, actuellement, j'ai 3 malades hospitalisés pour une forme sévère de la Covid. Seulement 3 à Garches. 3 à Garches sur une vingtaine de lits d'hospitalisation, ça fait un bel effectif. Et puis nous, on n'est pas les premiers, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de service d'urgence sur place, c'est-à-dire que ce sont des malades qui viennent d'ailleurs et qui nous sont transférés. Et je n'ai pas vu de malades hospitalisés depuis plus d'un mois. Donc il y a quand même un bruit de fond qui est relativement inquiétant parce que ce sont des individus relativement jeunes. Et la deuxième chose, c'est que si on attend, aujourd'hui il y a une circulation virale, sans mauvais jeu de mots, du virus au sein de la communauté, eh bien on va avoir un effet de volume à un moment donné, y compris parmi les jeunes. On va se retrouver avec, même si c'est une portion infinitésimale, on sait qu'il y a 1% des formes, entre guillemets, dites bénignes qui peuvent se compliquer chez le sujet jeune et qui vont se retrouver à l'hôpital. Et donc, il faut être extrêmement prudent. On va revenir sur les jeunes, mais juste pour qu'on comprenne bien, avec votre point de vue sur le terrain, ça fait désormais 15 jours qu'on nous dit attention, le virus non seulement n'est pas mort, mais progresse. Quel mot utiliseriez-vous ce matin ? Frémissement ? Début de seconde vague ? C'est difficile parce que la seconde vague, par définition, c'est l'afflux massif de malades qui viennent bloquer les lits à l'hôpital et notamment les lits de réanimation. Aujourd'hui, on a une configuration complètement différente de la première parce que premièrement, d'abord, on est capable de dépister en ville et de voir ce qui se passe avant d'arriver au choc de l'iceberg contre la coque du bateau. Ce qui est sûr, c'est que c'est un frémissement, c'est un signal d'alerte parce que des malades à l'hôpital, il n'y en avait plus et qu'on les voit arriver et qu'au début de l'épidémie, souvenez-vous, il y avait 3, 4 malades à Bichat, à La Pitié et qu'ensuite ils sont arrivés dans les autres hôpitaux un mois plus tard. Ce frémissement, ce signal d'alerte, c'est le résultat de nos comportements, d'un certain relâchement depuis le déconfinement. On est en train de le payer aujourd'hui et peut-être au prix fort à la rentrée. Oui, absolument. C'est le seul facteur que je vois qui puisse expliquer ça. Alors, il y en a un deuxième, c'est qu'il ne faut pas aussi négliger qu'il y a une part qui est due au déconfinement et à l'ouverture des frontières, puisqu'il y a un certain nombre de malades qui reviennent de zones dites à risque, les fameuses zones rouges, et qui sont hospitalisés. Mais très clairement, aujourd'hui, il y a une reprise de l'épidémie avec ce taux de reproduction qui augmente. Et souvenez-vous, le challenge initialement, lorsqu'on avait déconfiné, c'était d'avoir un R0 en dessous de 1, ce fameux taux de reproduction. On est à 1,3 là. Absolument. Et donc ça veut dire que une personne va contaminer plus d'un autre individu. Donc c'est une reprise de l'activité virale. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on met le curseur pour faire ralentir ce chiffre et éviter la progression à l'hôpital. Le masque. Que fait-on ? Le masque, recommandation d'Olivier Véran hier soir. Recommandation, simple recommandation, d'utiliser le masque, de le porter en plein air, dans tout l'espace public. C'est suffisant ? Alors le masque aujourd'hui, c'est clairement l'alpha et l'oméga. Il y a beaucoup de publications qui montrent que premièrement c'est efficace et deuxièmement que le lavage des mains dont on nous a tant parlé, notamment sur des données qui remontent, c'est l'épidémie du SARS-CoV-1 à Hong Kong en 2003, que le lavage des mains, c'est pas l'alpha et l'oméga de la prévention de cette maladie. Ça veut pas dire qu'il faut pas se laver les mains parce qu'il faut se rapproprier les règles d'hygiène et qui permettent de lutter contre d'autres maladies infectieuses. Absolument, mais le port du masque aujourd'hui, il est extrêmement important, notamment lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Vous le réclamez, comme certains syndicats de médecins libéraux, une obligation. Alors moi je suis dans contre cette obligation avec ce côté, on va mettre des amendes, c'est toujours gênant parce que ce ne sont pas des mesures incitatives. Oui, mais on l'a vu, Benjamin Davido, on a vu que par exemple pour les lieux clos, tant qu'il n'y a pas eu obligation, simple recommandation, ça n'était pas suivi par une partie des Français. Vous avez absolument raison. La différence près, pour ce qui est des atmosphères confinées à l'intérieur, très clairement, il fallait le rendre obligatoire. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui militaient pour que ça soit le cas. Parce que j'étais choqué, même depuis le confinement, qu'on puisse aller faire ses courses sans masque. Parce que vraiment, c'était un lieu de contamination. Et aujourd'hui, on sait, c'est une maladie qui se transmet de proche en proche. Et donc, si vous vous retrouvez à l'extérieur, dans une atmosphère, entre guillemets, pseudo-confinée, où vous êtes face à face avec des individus à moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes, vous allez faire un rassemblement avec beaucoup de monde, vous allez vous contaminer. Si vous êtes dans une artère d'une grande ville, dans une grande rue, il y a beaucoup de gens. Donc vous saluez la décision de ces maires de La Rochelle, de Concarneau, du Grau-du-Roi, etc., d'obliger à porter le masque dans les ruelles. Oui, mais la problématique, c'est qu'on se retrouve avec des discours qui sont dissidents. C'est-à-dire que
Ça m'intéresse beaucoup. Oui, parce que si vous voulez, du coup, on ne comprend plus. On se dit, moi, je suis pas dans la ville où il y a le port du masque, donc c'est peut-être moins dangereux, ou c'est pas la même mesure, donc elle est peut-être pas efficace. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a malheureusement pas de données scientifiques qui étudient le port du masque à l'extérieur. On a très très peu de données, en fait. On a des données, encore une fois, de la première épidémie du SRAS dans des situations extrêmement différentes, dans des pays où la densité de la population, parce que c'est uniquement à Hong Kong, est radicalement différente. Donc on peut pas conclure. Et aujourd'hui, très clairement, il faut un son de cloche unique. Une consigne claire nationale. Une consigne claire absolument nationale. Comme font les Belges. Comme font les Belges, qui donnent la directive. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la priorité aujourd'hui, avant de parler, à mon avis, du masque à l'extérieur, c'est de faire en sorte que le masque à l'intérieur soit appliqué efficacement. Encore l'autre jour, j'allais faire mes courses. Je vois des gens qui enlèvent le masque dès qu'ils ont passé le portique de contrôle et qui se baladent et qui vous disent non, il n'y a pas de virus qui circule. D'ailleurs, il n'y a pas de malade en réanimation. Et en fait, le calcul, il n'est pas là. Il ne faut pas attendre de se retrouver dans une situation où on est poussé, où les malades arrivent en réanimation avec des formes graves pour réagir en ville. Il faut agir aujourd'hui pour éviter cette deuxième vague hospitalière. Consigne claire au niveau national comme font les Belges. Sauf que hier, j'avais le professeur Yves Copiters, que vous connaissez peut-être, Université libre de Belgique à Bruxelles, qui me disait ça n'est qu'une décision politique. D'un point de vue médical, c'est plus efficace de prendre des mesures disparates au cas par cas selon la situation des régions. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord parce qu'encore une fois, le message il est pas clair. Que à la rigueur, si malheureusement il y a une reprise de l'épidémie, avec un nombre de cas très important qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on ne peut pas tracer, remonter la chaîne de transmission, on doit confiner. Ça serait un aveu d'échec, mais qu'on doit confiner localement. S'il faut le faire, ok. Mais qu'on fasse des mesures. Il faut envisager un reconfinement partiel très clairement, de la population. Aujourd'hui, si on en parle tous les deux, c'est pour prévenir les auditeurs et leur expliquer qu'il y a une réelle circulation et que le risque, il est là. Et que si malheureusement on n'est pas des bons élèves, et les Français ont été extrêmement disciplinés pendant le confinement, c'est pour ça que je pense qu'on a une possibilité encore. On a un point de retour. Il faut impérativement qu'on soit bon, qu'on arrive à utiliser convenablement le masque, éviter de se contamination. Il faut rappeler aux éditeurs que 19% des contaminations se font lors des rapprochements familiaux, lors des vacances, au sein des familles. Ou des fêtes. Absolument, mais des fêtes organisées parce que c'est les vacances et que c'est un lieu qu'on a envie de se revoir, qu'on a été confiné. Moi-même, j'ai envie de revoir ma famille, j'ai envie de revoir les amis, tout le monde. C'est tout à fait humain. Mais la réalité, c'est que si on n'alerte pas les Français sur la situation et le fait qu'il y a des malades qui reviennent à l'hôpital, encore une fois, eh bien, on va aller dans le mur. Et ça serait terrible parce que ça coûterait premièrement économiquement et que les gens n'ont pas envie d'avoir leur région qui est confinée. 142 foyers de contamination aujourd'hui en France. Celui dont on a le plus parlé ces derniers jours, Quiberon, 32 cas supplémentaires encore ces dernières heures. Majorité des cas entre 18 et 25 ans. Des patients jeunes, plus jeunes que lors de la précédente vague. Est-ce que, comme le dit Olivier Véran, quand on se sent invulnérable parce qu'on est jeune, on prend plus de risques et du coup on en fait courir à tous les autres? Alors ça, c'est une interprétation. La première chose qu'il faut dire pour répondre à votre question, c'est que c'est pas qu'ils sont plus jeunes, c'est qu'en fait ces jeunes-là avant on les dépistait pas lors de la première vague. Ils n'étaient pas éligibles à un test. Donc si vous voulez, le problème aujourd'hui c'est le dénominateur commun. On tire des conclusions sur deux modèles qui sont radicalement différents et qu'on ne peut pas comparer. On compare des pommes et des poires. La réalité, en revanche, et je rejoins le ministre de la Santé sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, cette transmission du virus, elle se fait par des individus en bonne santé. Il y a plus de 50% des PCR qui sont positifs chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Et donc, quand vous n'avez pas de symptômes, vous n'allez pas consulter, vous n'allez pas vous faire dépister. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution pour inciter ces jeunes qui sont porteurs du virus. Vous avez des pistes? Moi, j'ai quelques pistes à proposer. Premièrement, il faut être capable d'être mobile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le virus, il circule moins dans les zones qui étaient initialement rouges, puisque les gens sont partis en vacances, et qu'encore une fois, c'est une maladie de la densité de population, et que comme vous l'avez souligné par Quiberon, maladie du voyageur. Globalement, oui, si on veut, mais en fait, c'est tard. Je ne sais pas si c'est une maladie du fêtard, c'est tout simplement c'est une maladie de la promiscuité. Plus il y a d'individus, plus vous allez transmettre. C'est ça le fameux taux de reproduction. Toutes les maladies infectieuses se transmettent lorsqu'on est en contact avec des individus. Et aujourd'hui, donc, il faut être capable d'aller dépister les gens, de se déplacer, d'avoir des unités mobiles, de mettre des tentes sur les plages, de faire. On en voit de plus en plus. Bien sûr qu'on en voit, mais il faut aller beaucoup plus fort. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une médecine à deux vitesses, celle à Paris. Des gens qui vont se faire dépister 48 heures avant de partir en vacances. À l'étranger. Strictement à rien. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que 80% des Français restent en France. Donc, de facto, il y a une surpopulation en France, jamais vue, un véritable challenge estival ici, et pour laquelle il faut qu'on soit en mesure d'avoir des mesures incitatives, de leur proposer et de ne pas être dans la mesure punitive, de leur dire on va vous dépister parce que.
dépistage massif, c'est ce qui nous épargnera peut-être aussi une seconde vague qu'on ne pourrait pas maîtriser, Benjamin Davido. Ce que tout le monde attend, c'est le vaccin. Les laboratoires français Sanofi et britanniques GSK annoncent avoir conclu un accord avec le gouvernement britannique. 60 millions de doses promis aux Britanniques par Sanofi. Je le rappelle, laboratoire français. 3 milliards d'euros de bénéfices nets. Pourquoi Sanofi ne privilégie pas la France, Benjamin Davido? Alors, premièrement, déjà, à ma connaissance, Sanofi ne sont pas les mieux placés pour promettre un vaccin parce que ce ne sont pas eux les premiers dans la course au vaccin. Ensuite, très clairement, moi je pense qu'il faut une politique de vaccination mondiale, au-delà même de la France, du Royaume-Uni. Si les pays ne s'entendent pas, nous n'y arriverons pas d'un point de vue médical. C'est exactement ça. Le vaccin ne servira à rien. Absolument. Il faut qu'on soit en mesure de vacciner tout le monde d'un seul tenant. Tout à l'heure, je discutais dans les coulisses avec d'autres personnes justement sur la vaccination, parce que c'est un débat très français, la vaccination obligatoire ou recommandée. Et on se retrouve dans la situation... Obligatoire, il faudrait rendre le vaccin contre le coronavirus obligatoire à vos yeux? Je ne crois pas, parce qu'encore une fois, lorsqu'on est dans des mesures obligatoires, on est dans quelque chose où il y a une restriction. 32% des Français déjà qu'ils refuseraient. Absolument, et il y a une augmentation des gens qui refusent cette vaccination. En revanche, ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'atteindre cette immunité collective, plus de 60% de la population vaccinée, et globale. C'est exactement comme lorsqu'on a réussi à éradiquer la poliomyélite du globe. Il y a un enjeu qui est un enjeu mondial. On n'est même plus sur un pays. On n'a jamais réussi à trouver un vaccin efficace contre un coronavirus. Il y a un espoir pour celui-ci, le SARS-CoV-2? Vous avez raison de le souligner. Il y a eu pas mal de tests faits lors du SARS-CoV-1, mais encore une fois, on s'est retrouvé dans des situations compliquées parce que ces fameux coronavirus contaminants qui ont donné ces formes sévères, comme le MERS-CoV, le virus du Moyen-Orient, on a eu des vagues épidémiques qui se sont arrêtées. Donc on n'a pas eu le temps de faire ces politiques de prévention et finalement d'observer l'efficacité de ces vaccins en vie réelle. Aujourd'hui, on avance bien, puisqu'il y a notamment 3 sociétés qui ont avancé dans 3 pays. Il y a les Américains, les Anglais, vous le soulignez d'ailleurs, mais une autre société. Phase 2, voire phase 3. Absolument, et pour laquelle on a montré une innocuité et surtout plus de 90% de fabrication d'anticorps. Et la réelle question, ça va être de savoir est-ce que sur les populations fragiles, qui sont d'ailleurs les plus vulnérables à ce Covid, il faudra faire des rappels ou pas. Attention aux faux espoirs, dit par exemple le professeur Eric Combe. Il faut de toute façon être extrêmement prudent parce que la vaccination, ça peut toujours laisser des tours et que c'est un vaccin avec un processus très particulier, donc c'est un véritable enjeu. Benjamin Davido, je sais que vous suivez attentivement tout ce qui se dit dans les médias. Vous avez sûrement lu Éric Ciotti dans Le Monde hier. Il était aussi avec nous ce matin, rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus. Certains patients, en particulier les personnes âgées, ont été privés d'accès à l'hôpital. Il y a eu une forme de régulation, un tri dans les patients. Il y a eu des patients oubliés, à Garches ou ailleurs? Non, très clairement, je dirais pas ça. Il y a eu justement une capacité à se développer, à pousser les murs, à augmenter la capacité d'accueil des lits phénoménale par les... Pas de débordement du système hospitalier non plus. Si vous voulez, ça s'est fait... Alors, bien sûr que le système hospitalier a été très clairement débordé. On a doublé la capacité de ce qu'on pouvait faire. Chez moi, il y avait plus de 35 malades sur une capacité de 20 lits. En réanimation, plus de 33 malades pour 15 lits 15 jours avant, bien évidemment. Mais on n'a pas trié certains patients, notamment les plus âgés, ceux qui résidaient dans les EHPAD. La métaphore de la vague, elle est très bonne, je vais vous expliquer, c'est que ça s'est fait par à-coup, cette vague. Et très clairement, les malades des EHPAD, notamment, on les a eu dans un deuxième temps. Et donc, c'est très difficile de refaire le match et de dire on aurait pu prendre les gens avant, parce qu'on peut refaire la même histoire et dire finalement les jeunes, on s'en est pas occupé, et pourquoi on s'est pas occupé des jeunes? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on arrivait à saturation, que demain, s'il y a une deuxième vague, ça serait un aveu d'échec, et ça serait extrêmement difficile. Structurellement, l'hôpital est prêt à une deuxième vague? L'hôpital est malade du Covid. Je l'avais déjà dit d'ailleurs chez Monsieur Bourdin. Je reste sur cette idée. L'hôpital a beaucoup souffert. Les gens sont fatigués. Structurellement, c'est très difficile. Psychologiquement, on a mis aussi en évidence, c'est pas un scoop pour personne, certains dysfonctionnements, le manque à un moment donné d'appareils de respirateurs, les capacités des lits. Certains respirateurs qui n'ont pas servi parce qu'ils n'étaient pas assez performants. Bien sûr. Et puis aussi, on a dû transformer, vous 8 000 sur 10 000. Des chambres doubles en chambres seules. Donc il y a eu des difficultés ensuite de capacité. Il a fallu créer un deuxième circuit pour les gens qui étaient non malades du Covid pour pas qu'ils croisent d'autres malades. Je croyais que le Ségur de la Santé devait répondre à ces problématiques. Le Ségur de la Santé, il permet de rouvrir 4000 lits qui étaient les 4000 lits qui étaient fermés jusqu'alors. Donc on va colmater les brèches. Honnêtement, c'est pas suffisant, mais de toute façon, ce plan de santé, il faut être naïf pour penser qu'il peut être réglé en un mois. Ça va se faire sur la durée. Il faut revoir entièrement le système de santé français, avec, au-delà de l'hôpital, les cliniques privées et l'ambulatoire, si on veut y arriver. J'ai une toute dernière question plus personnelle, Benjamin Davido. Ça fait maintenant plusieurs mois, depuis le mois de mars, que vous connaissez ce qu'on appelle une certaine exposition médiatique. Ça va avec les filles?
Ça fait pas trop de jaloux dans les services? Je sais pas si c'est avec les filles que ça va, mais c'est souvent très difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a parfois des incompréhensions. Mais je pense que c'est important, c'est partie de mon rôle de directeur médical de crise. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai à nouveau une cellule de crise qui se réouvre à midi. Oui, c'est vrai. Alors, parfois avec des mots très agréables, et j'en suis ravi. Mais aujourd'hui, encore une fois, la réalité, c'est qu'on va avoir une nouvelle cellule de crise à midi, et que ça montre que justement l'épidémie n'est pas derrière nous, et que c'est très important de communiquer, et qu'il faut valoriser ce travail fait par l'ensemble des équipes. Benjamin Davido, merci, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, notre invité. Merci ce matin. 8h55, vous écoutez RMC.